Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série, hors série justement, consacrée à la souveraineté numérique avec Olivier Jacques. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. En préambule, Olivier, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc je suis Olivier Jacques, je suis le directeur technique et scientifique de France Cyber Maritime. Alors pour ceux qui connaissent pas France Cyber Maritime, c'est une association loi 1901 qui a été créée à l'initiative des pouvoirs publics français il y a à peu près 2 ans maintenant pour stimuler en fait le développement de la cybersécurité dans le monde maritime et portuaire en France. Voilà, et on opère notamment un CERT maritime, un CERT sectoriel qui suit effectivement l'actualité de la menace et notamment des menaces liées au GPS. Dans le monde maritime et portuaire en France. Alors quand on parle de souveraineté numérique, on pense immédiatement aux données et à la façon dont elles sont stockées ou bien où est-ce qu'elles sont stockées. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses au moins aussi importantes que cela ? Par exemple, le GPS. Pourquoi est-ce que le GPS est un point extrêmement important lorsqu'on parle de souveraineté numérique ? Alors c'est vrai que le GPS, on a tendance à penser essentiellement à la capacité qu'il a de fournir la position, des informations de position, sur un téléphone portable, dans une voiture, sur une montre connectée. Le GPS fournit cette information-là, mais il fournit également des informations qu'on a tendance à oublier, qui sont des informations de temps et qui sont extrêmement importantes, notamment par exemple pour des réseaux de télécommunications, donc tout ce qui est téléphonie 5G, par exemple, les grands réseaux d'infrastructures de téléphonie 5G utilisent le GPS comme source de temps. Et aujourd'hui, la grande majorité des équipements de synchronisation qui utilisent le protocole NTP, Network Time Protocol, sont synchronisés sur des horloges GPS. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, le GPS, sans qu'on le voit forcément, alimente énormément de pans de notre industrie, de notre économie, que ce soit à des fins privées, professionnelles, voire à des fins militaires, puisque des drones, des missiles peuvent utiliser des réseaux de type GPS pour se positionner, également pour avoir des informations en termes de temps. Alors du coup, en quoi est-ce que le GPS ou les autres réseaux de satellites sont différents de choses comme ce que transmettent les bateaux avec l'AIS ou des signaux de ce genre ? Alors en fait, effectivement, quand on parle de GPS, il faut qu'on parle vraiment d'acronymes type GNSS. Alors GNSS, c'est un acronyme anglais, mais il existe également en français. C'est géolocalisation et navigation par système de satellite. Et en fait, les GNSS, il y a plusieurs réseaux GNSS qui existent dans le monde. Il y a des réseaux régionaux, notamment du côté du Japon et de l'Inde, et il y a des réseaux globaux. Le GPS en fait partie. En Europe, on connaît Galileo, dont on parle de plus en plus, qui est également un réseau global de positionnement et de navigation dans le monde entier. Et puis, il y a le réseau russe qui s'appelle GLONASS et un réseau chinois qui s'appelle Beidou. Et ces 4 réseaux-là, en fait, ont la capacité, effectivement, de couvrir le monde entier. Donc, j'ai fait un essai tout à l'heure avec mon téléphone portable et effectivement, je recevais les 4 réseaux sur mon téléphone portable avec à peu près autant de satellites américains et chinois et à peu près autant de satellites européens et russes reçus à un temps T sur mon téléphone portable. Et le GPS, effectivement, il vient après, et ça c'est important de bien comprendre, notamment à bord d'un bateau. Il vient diffuser ces informations de position, de navigation et de temps à plein d'autres réseaux, plein d'autres systèmes d'information, dont l'AIS. Alors l'AIS, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Automatic Identification System. C'est un système qui permet en fait aux navires d'échanger entre eux leur position, tout simplement pour éviter notamment des collisions, également pour des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Donc l'AIS, c'est un système qui est extrêmement important, mais l'information de position qui est diffusée par l'AIS par voie radio provient du GPS. Donc le GPS vient alimenter notamment l'AIS. Donc c'est pour ça, à bord des navires, nous ce qu'on essaie d'expliquer aux personnes qui opèrent les navires, c'est que c'est très important de bien connaître le réseau de distribution des informations GPS à bord d'un navire ou dans un port ou dans n'importe quelle infrastructure, parce que souvent on a une version, on dit j'ai une antenne GPS, j'ai un récepteur GPS, mais en fait derrière c'est tout un réseau de distribution des informations de position et de navigation et de temps qui existe à bord des bateaux. Est-ce qu'il y a d'autres idées préconçues autour du GPS ?
Des idées préconçues. Alors déjà, ce qui est important pour moi de noter, c'est qu'il y a eu une grosse révolution pour le GPS, notamment aux alentours des années 2000. Et là, il faut remercier Bill Clinton. C'est Bill Clinton qui a décidé en fait que le GPS aurait une utilité telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque avant Bill Clinton, l'armée américaine venait diffuser, injecter des erreurs dans le signal qui était transmis par le GPS pour que la position du citoyen lambda, où qu'il soit sur la planète, soit pas aussi bonne que la position que pouvaient avoir les militaires, d'accord. Et Bill Clinton a dit cette capacité qu'on appelle la selective availability, je la supprime. Et du jour au lendemain, en fait, on était d'une position, on va dire, décamétrique à une position métrique, voire aujourd'hui submétrique avec le GPS. Donc, c'est important de comprendre que le GPS, il y a eu un basculement à l'année 2000, et qu'il y a eu avant Bill Clinton et après Bill Clinton, et que s'il n'avait pas pris cette décision-là, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas de GPS dans nos montres, dans nos voitures, on a peut-être d'autres réseaux éventuellement que le GPS. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière ? Bien sûr. Pour ça voudrait dire que les Américains décideraient de sacrifier la précision du GPS pour le monde entier, sauf leurs militaires, et c'est entièrement sous le choix de l'exécutif américain, où il y a une décision qui est prise en dehors de la présidence ? Alors, j'ai pas forcément la réponse à tout. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que malgré tout, c'est quand même l'armée de l'air américaine qui gère aujourd'hui le réseau GPS américain. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les États-Unis se sont engagés à l'époque de Bill Clinton à supprimer cette injection d'erreurs sur le réseau GPS. Et a priori, à l'époque, ils s'étaient engagés à ne pas venir finalement réapporter des erreurs pour limiter l'usage qu'on en avait pour des citoyens, pour des professionnels. Normalement, ils se sont engagés à ne pas revenir en arrière et à ne pas dégrader finalement la réception du GPS pour. Non, mais ils se sont engagés vis-à-vis de qui ? Enfin, ça me fait penser aux promesses électorales. Enfin, c'est ceux qui y croivent, quoi. C'est un petit peu le problème de réseaux qui sont opérés comme ça. Alors on pense au GPS, mais les autres ça peut être un petit peu pareil aussi, qui sont opérés finalement par des États et par un seul État en l'occurrence, et éventuellement qui sont opérés par des forces armées. Et quand il y a des conflits effectivement sur certaines parties du globe, finalement la personne, le pays, l'État qui a la possibilité de se positionner de manière extrêmement précise vis-à-vis de ses armes, de ses avions et de ces navires, finalement elle a ce quasi-monopole finalement qu'avaient les Américains sur le GPS il y a encore quelques années. C'est encore aujourd'hui un pouvoir important. Le GLONASS russe et le BEDU chinois, ils sont aussi opérés par les armées de l'air respectives de la Russie et de la Chine ? Oui, alors c'est toujours un petit peu compliqué d'être très précis là-dessus, puisque souvent il y a un petit peu des organismes qui permettent de dire voilà, c'est pas directement l'armée qui l'opère, mais c'est un centre spatial, c'est une agence spatiale, c'est l'agence qui porte le nom éventuellement du système. Mais derrière, si on cherche un petit peu, très souvent il y a quand même des ministères des armées qui sont très très proches de ces réseaux-là. Il y a vraiment aujourd'hui que Galileo qui est vraiment un réseau reconnu comme étant un réseau 100% civil, global, et qui n'est pas aujourd'hui opéré par des forces armées européennes, mais par le USPA, qui est une agence spatiale européenne qui est vraiment dédiée à son opération. Et dans les fonctions du GPS, il y a d'autres choses que sa position sur Terre ? Alors effectivement, aujourd'hui, le GPS, donc c'est position navigation temps, on appelle ça des systèmes PNT, position navigation temps, donc la position où est-ce que je suis. De là, on peut en découler effectivement la navigation, puisqu'il y a une cinématique qui est créée, et la fonction de temps qui est extrêmement importante. Alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a pour les accros à James Bond, il y avait eu un film de James Bond qui se passe un petit peu dans des eaux du côté du sud-est asiatique, et dans lequel il y avait effectivement des personnes qui avaient finalement pris la main sur le réseau temps d'un système comme le GPS, et le navire se retrouvait finalement dans une position dans des eaux territoriales étrangères, alors qu'il se pensait être dans des eaux internationales. Donc ça peut poser effectivement des soucis importants. Donc le temps, c'est vraiment essentiel, et c'est pour ça que les satellites du réseau GPS embarquent des horloges atomiques pour avoir une précision extrêmement importante en termes de temps, ce qui permet d'avoir une précision importante en termes de position. Alors, pourquoi le temps est important et qu'est-ce qu'utilise
le système de temps du GPS? Alors c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'a pas une cartographie vraiment complète de toutes les utilisations qui sont faites par du temps. On sait que énormément de serveurs NTP utilisent des réseaux GPS pour se synchroniser, ou sans le savoir, ils utilisent des strates de niveau supérieur qui elles sont synchronisées sur des réseaux GPS. On parlait tout à l'heure des systèmes de télécommunication, donc tout ce qui est système 4G, 5G, il y a un besoin d'une synchronisation très forte entre les émetteurs et les récepteurs. Et donc là, encore une fois, on utilise le GPS, l'aviation, bien entendu, les véhicules, les voitures autonomes qui se développent beaucoup, les trains. Les systèmes bancaires utilisent beaucoup aussi le GPS. Notamment maintenant, on a des transactions extrêmement rapides sur les bourses internationales. Donc finalement, quand on regarde un petit peu, quand on commence à creuser, on s'aperçoit que ces réseaux-là, type GNSS, ils sont présents partout. On n'a pas de téléphonie mobile sans GPS. Ça marche juste pas. Enfin, cellulaire. Alors c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que il faut s'entraîner, il faut pour répondre à cette question-là, il faut faire des essais, donc il faut couper simplement l'accès au GPS pendant un certain temps, et après, suivant les cas, on a très souvent des serveurs NTP très stables qui permettent de pallier une panne temporaire du GPS et de continuer à fournir une horloge extrêmement précise. Mais ça, il faut le tester, il faut l'évaluer, et je suis pas certain que ça a été testé partout. Et on n'est pas forcément effectivement à l'abri. Comme on dit que le GPS est présent en permanence et qu'on y a vraiment accès n'importe où sur le globe, ça devient un réseau qui est vraiment que l'on pense être pérenne et être tout le temps disponible. Or, aujourd'hui, nous on sait, pour le suivre, on sait qu'il y a des zones dans le globe où l'accès au GPS est aujourd'hui plus possible. On pense à tout ce qui est zone de conflit. Donc nous aujourd'hui, et vous trouverez des informations en source ouverte là-dessus, au large d'enclaves russes, en Méditerranée orientale, en mer Noire, typiquement, il y a des endroits vraiment où on n'a plus du tout accès au GPS, et ça de manière permanente. Donc on a vraiment un déni d'accès à ce système de positionnement, de navigation et de temps. Mais là, quand tu dis GPS, à chaque fois qu'on parle de GPS, c'est bien toujours uniquement le GPS américain. Il n'y a pas un abus de langage où des fois ça utiliserait un autre système et finalement dans le langage courant on dirait GPS alors que c'est un Galileo, un Bedu ou un GLONASS qui a été utilisé. Exactement. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue de la souveraineté, justement, c'est parce que quand on parle de souveraineté, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement quelle est la nationalité de l'opérateur du système de télécom, où sont ses antennes. C'est intéressant aussi de regarder. Je vous invite à regarder le positionnement des antennes des systèmes GPS, des systèmes Beidou ou des systèmes GLONASS. C'est intéressant de voir dans quel pays elles sont positionnées. Et puis après, il y a les composants. Les composants, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, et c'est tout à fait un abus de langage, quand on prend un téléphone portable aujourd'hui moderne et récent, la puce qui permet de faire la géolocalisation sur ce téléphone portable-là, elle est capable de recevoir 2, 3, voire 4 constellations différentes. Mais pour l'utilisateur final, quand il cherche sa position sur son téléphone portable, il se dit j'ai ma position GPS, je suis venu te voir grâce à mon GPS. Et en fait non, il utilise d'autres réseaux, peut-être des réseaux russes, des réseaux chinois ou des réseaux européens pour se positionner et avoir sa position. Donc effectivement le GPS par abus de langage, on devrait appeler ça un réseau GNSS. Je suis arrivé te voir grâce à mon système GNSS, mais c'est vrai que c'est un abus de langage qui va perdurer pendant de très nombreuses années encore. Mais en réalité, avec la quantité d'endroits où il y a du GPS bien américain enfoui dans des puces ou des composants qui sont dans un système plus complexe, est-ce qu'on n'a pas une dépendance colossale sur le GPS pour des décennies encore ? Parce que oui, c'est sympa d'avoir Galiléo, si on est européen, c'est sympa pour les Russes, enfin en ce moment sympa pour les Russes, c'est compliqué, d'avoir leur propre système, les Chinois aussi, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui le monde entier dépend pas du système américain encore ? Alors aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est que typiquement quand on prend le récepteur GPS d'un bateau, puisque c'est un petit peu mon domaine d'emploi, un récepteur GPS d'un bateau, on va pas le changer toutes les 2, 3, 4, 5 ans. Une fois qu'il est installé à bord du bateau, il va y rester. Donc si on a acheté un récepteur GPS pur, on va rester 10, 15, peut-être 20 ans avec ce même récepteur GPS là. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des équipementiers, et ils ont un rôle extrêmement important, notamment dans la souveraineté, ils fournissent des récepteurs GNSS avec 2,
voire 3 constellations différentes. Donc on trouve aujourd'hui à peu près 20% des parts de marché. Il y a 2 constellations, type par exemple GNSS Galileo ou GPS GLONASS par exemple, qui sont présentes à bord des navires. Et on commence à trouver des récepteurs triconstellations, voire quadriconstellations. Et ça c'est extrêmement intéressant puisque là on a une résilience, on a un niveau de précision qui est apporté par ces récepteurs-là qui est bien meilleur et une bien meilleure résilience. Mais il faudra des dizaines d'années pour que tous nos téléphones, toutes nos voitures, tous nos bateaux, tous nos avions soient équipés de systèmes avec 3-4 constellations différentes. Et j'ai une question bête, mais ces différentes constellations, elles utilisent des gammes de fréquences très différentes. Si je veux les brouiller, je vais avoir du mal à brouiller les 3. Alors non, elles sont très proches en fait en termes de fréquence. C'est ce qu'on appelle la bande L, qui est une bande aux alentours de 1,5 GHz. Donc c'est un petit peu une bande qui est en dessous de votre four à micro-ondes pour vous donner une idée. Mais voilà, c'est une bande qui est utilisée quasiment par tous les systèmes de navigation parce qu'elle a une capacité finalement de franchir les nuages, d'arriver sur Terre et d'être recevable finalement depuis des endroits un petit peu compliqués comme des grandes métropoles, etc., qui est très très bonne. Donc ils utilisent tous quasiment les mêmes bandes de fréquences. Donc effectivement un brouillage sur une bande de fréquence de l'un peut aussi perturber les autres constellations de satellites. Parce qu'aujourd'hui, un brouilleur GPS est complètement illégal en France, mais ça s'achète très facilement sur des sites chinois. Il y a eu un exemple d'un commercial qui l'avait laissé dans sa voiture à côté de l'aéroport, qui a bloqué l'aéroport de Nantes pendant une journée. C'est quand même une dépendance forte sur une technologie qui est facilement attaquable. Alors je sais pas à quel point c'est compliqué de falsifier les coordonnées GPS, il y a des gens qui l'ont démontré mais ils avaient des compétences fortes. Par contre simplement brouiller, ce que je comprends c'est que finalement facilement brouiller Galileo, GPS, Beidou et GLONASS tous d'un coup, même si j'ai un système multi constellation, c'est pas si compliqué. Alors, les premiers cas de brouillage GPS, ils datent de quasiment le début du GPS, donc aux alentours des années 90, on a commencé à avoir des premiers cas de brouillage GPS. Et il faut bien séparer le brouillage du leurrage, qui sont deux types d'attaques vraiment très différentes. Donc, le brouillage, je vais parler plus fort que le GPS pour empêcher l'accès à la réception. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un satellite GPS, il émet une puissance de signal très faible. C'est à peu près de l'ordre de 50 watts au niveau du satellite. Et quand on le reçoit, nous, sur Terre, c'est à peine plus fort qu'un bruit de fond. Donc c'est extrêmement faible. Quand on regarde vraiment le spectre, ça décolle à peine au-dessus du bruit de fond. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est assez simple de faire du brouillage GPS. Et aujourd'hui, effectivement, malheureusement, on trouve beaucoup de possibilités d'acheter de ce type d'équipement-là sur Internet. Et donc, on a en permanence, depuis les années 90 et encore plus récemment, avec la généralisation de la radio logicielle notamment, énormément de cas de brouillage GPS, soit volontaire, par des sources étatiques, soit involontaires, accidentelles par des particuliers par exemple, et qui viennent perturber effectivement des navires, des avions, etc. Et le leurrage, c'est autre chose. Le leurrage, c'est vraiment faire en sorte que un ensemble de navires ou d'avions qui sont à une position donnée se trouvent transportés quelque part à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres ou de kilomètres. Et on a des cas dans la littérature, on a des exemples de navires en mer Noire qui se sont trouvés qui étaient vraiment en mer Noire, en plein milieu de la mer Noire, qui se sont retrouvés téléportés à quelques centaines de kilomètres de là, sur un aéroport. Voilà, donc c'était assez inattendu. Et le capitaine du navire, c'était un Français qui était à bord en plus. Il a pris une photo de son GPS, il a montré sa position dans la mer Noire, et il a montré effectivement que la position qui lui était donnée par son GPS le mettait complètement à terre. Donc ça, par contre, le leurrage, il y a vraiment des travaux qui ont été faits là-dessus, notamment dans le cadre de Galileo, pour éviter finalement d'un point de vue vraiment protocolaire que les informations transitant par Galileo puissent être leurrées, c'est-à-dire voilà, il y a une authentification qui est faite vraiment de manière relativement forte dans Galileo, même si tout n'est pas forcément toujours public, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus qui n'ont pas été menés pour le GPS en tout cas. Et comment les Américains faisaient pour envoyer des données qui manquaient de précision? Est-ce que c'était le client en fait qui était différent de celui des clients militaires ou comment ça se passait?
Non, c'était vraiment de l'injection de fausses données, hein, l'injection d'erreurs en fait, à l'émission du signal GPS. Et il y avait finalement que les militaires qui eux pouvaient accéder à un GPS un petit peu amélioré entre guillemets. Donc en fait, ils ont fait les deux en parallèle. Ils ont créé un réseau militaire GPS, donc il faut avoir des récepteurs spécifiques, des clés de chiffrement spécifiques pour y avoir accès. Et ils ont démocratisé le réseau GPS mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui pour une utilisation pour les particuliers. Et il y a des cas, enfin, je pense à plusieurs rapports que j'ai lus sur le brouillage au large du port de Shanghai qui serait dû à des bandes criminelles qui font du prélèvement de sable parce que le sable a une grande valeur aujourd'hui. J'imagine qu'en fait, c'est pas simplement de la lutte interétatique. Aujourd'hui, il y a des zones où, pour de la piraterie, pour des trafics, il y a des gens qui font du brouillage GPS qui affectent le trafic maritime ou peut-être même aérien de façon significative, non? Oui, exactement. Il y a plein de. Alors des fois, on n'a pas forcément l'explication de pourquoi, mais effectivement, ça peut être des zones de conflit, hein, bien entendu. Ça peut être de la protection contre les drones. Donc il y a certains États qui vont faire du brouillage GPS de manière préventive de tout leur espace aérien, finalement, pour éviter que des drones qui soient pilotés téléguidés par du GPS, qui est la référence GPS, ne puissent aller s'exploser finalement contre des infrastructures, etc. Donc ça, on le voit de plus en plus. Donc un déni d'accès vraiment étatique. Et puis après, il y a des cas effectivement de contrebande, de trafic divers et variés, y compris de navires de pêcheurs, des pêcheurs simplement, qui vont aller brouiller le GPS pour pouvoir aller dans des zones dans lesquelles on puisse pas forcément les identifier. Donc, il y a effectivement plein de cas de contournement par du leurrage ou par du brouillage des informations GPS. Et alors justement, je crois qu'il y a eu aussi le cas d'un navire de guerre américain qui avait percuté un cargo en mer de Chine. Et j'ai cru comprendre que justement à l'école navale américaine, ils avaient réintroduit la navigation astrale. À part ces systèmes satellitaires, ces systèmes radio, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme moyen pour un véhicule, et en particulier un véhicule autonome, de se localiser automatiquement? Est-ce que, je sais pas, il y a des centrales inertielles, il y a de la navigation astrale, il y a d'autres systèmes? Alors effectivement, il y a des alternatives au système GPS qui parfois sont quand même beaucoup plus coûteuses, ce qui freine pas mal finalement leur accessibilité. Donc il y a les centrales inertielles, effectivement, qui sont très utilisées notamment dans le monde militaire, dans le monde aérien. Alors après, il faut savoir, les centrales inertielles, à un moment donné, il faut aussi leur donner une référence. La référence, ça peut être une référence GPS au départ, donc il faut aussi qu'elle soit bonne. Et finalement, la centrale inertielle vient entretenir par différents capteurs l'évolution de la position et de la navigation. Après, il y a d'autres effectivement capacités. Il y a des satellites. Déjà, on peut continuer sur la partie satellitaire en utilisant des satellites, par exemple comme Iridium, qui permettent finalement d'avoir une constellation différente et qui permet également de diffuser des informations de positionnement. C'est-à-dire qu'on connaît en permanence le positionnement des satellites Iridium et on peut se créer finalement, ça crée une constellation qui nous permet effectivement de se positionner après avec ce type d'installation. Il y a d'autres outils qui ont existé dans le passé, qui s'appelle le LoRaN notamment, LoRaN, qui était un réseau basse fréquence de positionnement, qui a été abandonné par un petit peu l'hégémonie du réseau américain et qui revient finalement en force puisque on s'aperçoit que le LoRaN c'est difficilement brouillable et donc là il y a un travail notamment sur le e-LoRaN qui devrait éventuellement revenir dans la zone européenne d'ici les années à venir. Donc il y a des solutions qui existent, il y en a d'autres, je vais pas toutes les citer, mais il y a des systèmes de corrélation avec des informations de positionnement géographique. Donc, quand on est à la portée des côtes, par exemple, on peut vérifier sa position par rapport à, je sais pas, le trait de côte, la présence, je sais pas, d'églises, d'amers remarquables, de tours, etc. Tout ça. Et après, il y a des systèmes encore plus avancés de type gravimétrie qui sont en train d'être travaillés, notamment en France, pour effectivement pouvoir se positionner dans n'importe quel coin du globe à base de gravimétrie. Donc, c'est assez intéressant sur ces travaux-là. Et puis après, il y a d'autres solutions, on n'en a pas trop parlé, c'est des solutions finalement de protection contre le brouillage. Donc là, on utilise des antennes particulières qu'on appelle des antennes CRPA, Control Reception Pattern Antenna, et qui permettent effectivement de se dire, le brouillage, il vient souvent finalement de l'horizon.
quand on est sur un bateau, puisqu'il est souvent envoyé depuis la Terre ou par des bateaux avoisinants. Et en fait, le système satellite, l'information qui provient du satellite, elle provient plutôt de en haut. Et donc les antennes CRPA viennent finalement allumer ou éteindre des secteurs pour bien recevoir les informations qui proviennent du système GPS et des satellites, et pas d'informations parasitaires qui viendraient de l'horizon. Oui, j'ai pas précisé, mais effectivement, une centrale inertielle, c'est un système qui va mesurer à partir d'une position précisément connue au départ et d'une vitesse, enfin normalement elle est nulle, en mesurant les changements de direction et d'accélération, de dire où on est arrivé en fonction du point de départ. Et donc effectivement, il faut caler la centrale inertielle, et souvent c'est avec du GPS ou équivalent. Mais du coup, si tout le monde aujourd'hui peut utiliser à peu près toutes les constellations, qu'est-ce qu'est l'aspect souverain là-dedans? Parce que finalement, si je peux faire, comme il y a beaucoup de récepteurs aujourd'hui qui travaillent sur plusieurs constellations, qu'est-ce qu'il y a de souverain? C'est la vraie question, c'est parce que bon, la souveraineté, c'est vraiment un mot un petit peu très englobant finalement. Hein. On peut un peu dire tout ce qu'on veut, c'est un mot à la mode. Tout le monde parle de souveraineté, mais qu'est-ce qu'on veut dire effectivement par souveraineté? Et c'est là effectivement quand on commence à vraiment analyser ce qu'on entend par ce terme-là, et il y a beaucoup de personnes qui voient les choses différemment. Et je pense qu'il faut faire une analyse un petit peu systémique, hein, c'est-à-dire regarder un petit peu tous les composants, toutes les fonctions, et se dire là, j'accepte éventuellement que ce soit pas, je sais pas, des composants électroniques made in France par exemple, hein, parce qu'on n'a pas assez d'usines, parce qu'on sait pas faire, on n'a plus la technologie pour le faire, ou parce que ça coûte trop cher. Par contre, je sais pas, le réseau sera 100% opéré en France ou en Europe, le satellite sera conçu en Europe, etc. Tout ça. Donc effectivement, suivant les personnes à qui on parle, suivant les organismes, la vision de la souveraineté et des conséquences derrière est vraiment extrêmement différente. Oui, enfin, la souveraineté, c'est parfaitement défini. Donc, c'est la capacité à pouvoir agir chez soi sans dépendre de qui que ce soit d'autre. Donc, si tu es dépendant des Américains, tu n'es pas souverain. Donc, si j'imagine que si on a fait Galileo en Europe, c'est qu'on voulait pas dépendre ni des Chinois, ni des Russes, ni des Américains. Sinon, ça valait pas le coup de le faire. Oui, bien sûr. Après, mon récepteur Galileo, moi, sur mon téléphone que j'ai été voir tout à l'heure, je suis à peu près 100% sûr que le composant en lui-même ou les composants qui alimentent ce composant-là ne sont pas des composants européens. Oui, donc il peut y avoir des portes dérobées à l'intérieur des composants qui rendent inopérant toute forme de souveraineté du système de positionnement et de fourniture du temps. Ça peut être encore plus vicieux que ça, c'est si tes composants sont intégrés par exemple à un système d'armes, tu peux pas l'exporter si tu as plus d'un certain pourcentage d'équipements américains dedans, sans autorisation du gouvernement américain. Oui, et c'est pas un pourcentage très haut. Non, c'est pas un pourcentage très haut. Et il y a des questions de compatibilité aussi. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, le GPS, le GLONASS, etc., ils travaillent sur les mêmes bandes de fréquences. Pourquoi? Parce qu'on veut pas avoir des récepteurs type. Vous imaginez votre téléphone portable, si toutes les constellations de satellites travaillaient sur des bandes différentes, il vous faudrait plein d'antennes différentes, plein de composants différents pour pouvoir recevoir toutes les constellations, et ce serait extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'on a, par simplification, finalement, décidé de travailler avec les mêmes composants, les mêmes bandes de fréquences, parfois les mêmes types de modulation, etc. Tout ça. Et effectivement, je rejoins ce que tu disais, Hervé. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, puisqu'il peut y avoir potentiellement des portes dérobées, parce que là, on va simplifier finalement l'accès à ce type de ressources-là. A contrario, si on veut vraiment un équipement 100% souverain, ça coûte très cher. Il faut des récepteurs avec des composants que l'on maîtrise, jusqu'à quel niveau, etc. Il faut une conception 100% faite en Europe. Donc ça entraîne effectivement un surcoût important. Et le réseau Galileo se voulait quand même ouvert au public pour donner aux citoyens européens, où qu'ils se trouvent sur la planète, finalement un très bon niveau de précision. Il y a un point qui a vraiment changé depuis 25 ans. Il y a un exemple que je trouve très parlant. L'armée américaine a lancé un programme de radio logiciel défini par FPGA, etc., qui était un truc multidécennal, qui a coûté un fric fou. Et en fait, quand leur truc est sorti, il était beaucoup moins performant que les circuits intégrés qui géraient Wi-Fi, GPS, etc., voire pas mal de choses pour programme logiciel, parce que les smartphones étaient sortis entre-temps et que le fait de produire des millions ou des milliards d'exemplaires faisait que le coût du truc et l'efficacité du truc était beaucoup plus haute que le programme de la seule armée américaine. Et c'est un changement radical depuis
depuis que le GPS a été conçu, en fait, ce qui a changé, c'est qu'il y a une époque dans les années 80 où le pouvoir d'achat du gouvernement américain, le pouvoir d'investissement dans la R&D du gouvernement américain était déterminant pour le changement technologique du monde entier. Et aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est le marché grand public. C'est ce qu'il y a dans le smartphone et dans la tablette de Madame Michu, parce que faire des composants plus performants que ça coûte une blinde, et en fabriquer beaucoup, c'est pas faisable. Et ça, c'est un vrai changement radical. C'est que ce truc du GPS qui a été conçu pour guider des missiles, faut pas se le cacher, des missiles ou des bâtiments de guerre ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il est utilisé pour mesurer mon footing, il est utilisé pour servir de base de temps pour tout ce qui a besoin d'une base de temps, c'est-à-dire à peu près tout en informatique. Il est utilisé partout et le récepteur GPS, il coûte plus rien, il est intégré dans des circuits intégrés avec une antenne ridiculement petite. Quand la première fois que j'ai entendu parler de GPS, il fallait 12 minutes pour faire un point GPS. Aujourd'hui, mon smartphone, il complète ça avec des informations locales, avec sa dernière position connue, il fait un point en 2 minutes. Enfin, la commoditisation, je connais pas le mot français d'ailleurs, Hervé, si vous avez une idée, a tout changé dans ce genre de technologie, je pense. Oui, alors justement, ça me donne une question. Est-ce que il y a des utilisations des systèmes de positionnement et de gestion du temps dans des objets qui ne bougent pas? C'est-à-dire que là, on voit, c'est les véhicules, les drones, les téléphones avec le mec qui court. Est-ce qu'il y a des utilisations dans des trucs qui ne bougeraient pas? Oui, bien sûr. Le cas des réseaux 5G, c'est un bon exemple. Si vous êtes curieux, comme moi, vous allez voir une antenne 5G qui est pas très loin de chez vous, et sans franchir les limites, vous allez jeter un œil. En fait, vous verrez que sur toutes ces stations, finalement, vous avez une petite antenne de réception de bande L qui permet de recevoir ces informations de position et de navigation et de temps. Donc, ça ressemble à une toute petite coupole blanche, généralement, une coupole inversée, qui pointe un petit peu vers le ciel. Et c'est un récepteur généralement GPS ou billetterie constellation, mais vous en verrez partout. Donc effectivement, même pour des installations fixes, on le trouve. Et dès qu'il y a un besoin de synchronisation horaire dans le domaine bancaire, par exemple, je sais pas, à la Défense, si certains parmi vous traînent à la Défense, vous pouvez peut-être aller voir certains bâtiments ou certains toits de bâtiments, si vous êtes courageux, dans lesquels on trouve des antennes GPS ou GNSS pour assurer une synchronisation horaire extrêmement précise. Alors tout à l'heure, tu disais que les équipements des utilisateurs sont de plus en plus faits pour être compatibles avec différentes constellations. Est-ce que c'est identique pour les aspects liés au temps et ces fameuses antennes dont tu parlais à l'instant? Alors la puce GNSS qui est embarquée sur mon smartphone, par exemple, elle sert à la fois pour la position, mais également pour le temps. Donc c'est-à-dire que le temps que j'ai sur mon smartphone, l'heure que j'ai, elle m'est fournie par le réseau. Et là, alors ça dépend des téléphones, ça dépend des protocoles, mais elle est fournie soit par le réseau GSM en lui-même, qui peut donner des informations de ce type-là, ou par la puce GPS si éventuellement elle est activée. Donc là, ça peut être intéressant puisqu'on peut avoir finalement des conflits de sources au niveau d'un équipement où il peut avoir deux références horaires qui lui sont proposées, une référence fournie par un réseau A et une référence qui lui est donnée par un autre composant qui éventuellement lui dit pas forcément la même chose. Et même dans le cadre de mon téléphone où j'ai 4 constellations, les 4 constellations peuvent éventuellement donner des informations différentes, que ce soit en termes de temps ou de position. Et après, charge au programme finalement qu'on utilise de faire soit une moyenne, ou de supprimer une constellation parce qu'elle n'est pas assez précise. Et là, on rentre un petit peu dans de la magie noire parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment c'est fait derrière. Les algorithmes de choix ou de suppression de constellations sur des équipements comme ça, c'est pas très grand public. Mais déjà, quand on achète un appareil, est-ce que c'est documenté le fait qu'il utilise telle ou telle constellation? On va pas prendre un téléphone, on va prendre un drone. J'achète un drone. Est-ce que je sais s'il utilise le GPS américain ou le Galileo européen? Si les Chinois, non. Non, mais pour être plus excuse-moi, je t'ai coupé le mais pour être plus réaliste, si vous achetez un équipement bas de gamme sur Alibaba, vous aurez aucun détail. Si vous achetez un équipement d'une marque qui détaille les spécifications de son truc, oui, il va vous dire sur quoi il se base. Non, et effectivement, l'arbitrage entre les sources, il est super intéressant.
Et il n'est pas documenté nécessairement. Il y a des cas assez rigolos parce que par exemple, il y a pas mal de pays de second rang où le réseau mobile est mal configuré et où le fuseau local diffusé par les antennes est pas bon. Et du coup, la base de temps diffusée au téléphone n'est pas bonne. Et les gens qui essayent de se connecter avec du multifacteur en OTP, n'y arrivent pas. Parce que un des éléments qui vient se combiner avec l'identifiant, eh bien, c'est l'heure précise à la seconde. Donc le temps, c'est super important pour la sécurité informatique moderne. C'est très très important. Les rejeux, les calculs de clés à usage unique, etc. Sans ces bases de temps, il y a beaucoup de choses qui tombent en rade radicalement. Un truc tout bête. Imaginez un domaine Windows avec Kerberos réparti sur plusieurs zones géographiques où il y aurait une base de temps qui serait pas cohérente. Eh ben, on peut pas s'authentifier. Et justement, les serveurs NTP, en général, ils s'appuient sur quoi ? Alors c'est pareil en fait sur les serveurs NTP la plupart du temps. Alors vous avez les serveurs NTP très simples qui lui va éventuellement récupérer ces informations de serveurs NTP de strates supérieures, etc. pour créer sa propre base. Mais la plupart du temps, notamment à bord des navires aujourd'hui, on a ces systèmes-là qui sont alimentés par le biais de systèmes de positionnement de type GPS. Alors ça peut être du GPS pur. Et là c'est intéressant parce que les serveurs NTP parfois, ils ne comprennent que le GPS, c'est qu'ils vont finalement ne récupérer que les informations qui proviennent du GPS et pas d'autres constellations. Donc, vous pouvez avoir très bien un récepteur GPS, un récepteur GNSS qui prend en compte le GPS, Galileo et GLONASS, par exemple, et le serveur NTP, lui, va ne comprendre que le GPS, et donc il va ne prendre que le GPS. Donc, la diversité aussi, elle se fait effectivement au niveau du récepteur, mais aussi au niveau des équipements en dessous, qui vont accepter ou pas certaines phrases qui proviennent des différents réseaux. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour tester justement cette dépendance ? Alors la dépendance, nous ce qu'on recommande vraiment, c'est de faire de la cartographie. Voilà, revenir un petit peu aux bases également du réseau. Souvent, moi je sais que quand j'avais l'habitude de faire des audits, on manquait de cartographie, de matrice des flux et de choses dans ce genre. C'est exactement ça. Au niveau du GPS, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, on a installé des réseaux sans forcément bien comprendre ce qu'on faisait, par où circule l'information, quels sont les équipements qui sont synchronisés finalement sur cette information GNSS. Et donc voilà, il faut reprendre vraiment à la base, c'est-à-dire aller dans le câblage et comprendre où va l'information finalement GNSS à bord d'un navire, à bord d'un avion, dans un port, dans une infrastructure télécom. Et c'est vraiment extrêmement important, puisqu'en dehors de la cartographie, c'est parfois assez compliqué de bien comprendre la dépendance. Et puis après, il y a l'entraînement. Il y a, on coupe le réseau GPS et on regarde derrière les impacts que ça peut avoir. Alors c'est compliqué, notamment pour des raisons de contrôle du spectre, de faire des exercices de leurrage et de brouillage GPS, bien entendu. Il faut avoir des autorisations qui vont bien de l'administration, mais ce serait aussi un bon moyen finalement d'aller éprouver des drones et différents systèmes pour s'assurer finalement de leur résilience face à une perte finalement de réseau GPS. Et on parlait effectivement du temps. Le temps c'est extrêmement important pour les certificats. On est bien d'accord. Si votre PC qui est à une date, mettons en 2022 ou 2023, vous le faites revenir en arrière de 3 ou 4 ans, vous risquez d'avoir quelques soucis effectivement au niveau des certificats qui vont plus être valables. Ça peut entraîner effectivement des problèmes de connexion, de mise à jour, voire même de fonctionnement complet du système d'exploitation en question. Alors justement, en dehors du brouillage qui doit être relativement complexe à réaliser, est-ce qu'il y a d'autres moyens de tester cette dépendance ? Alors le brouillage est effectivement compliqué pour des raisons vraiment, on va dire un petit peu organisationnelles et pas des raisons techniques, puisque c'est assez facile à faire d'un point de vue technique. Après non, les seules possibilités vraiment autrement, c'est d'aller finalement pas au niveau du spectre radiofréquence, mais un petit peu plus bas, et d'aller venir injecter au niveau des réseaux des phrases qui pourraient finalement reproduire le fonctionnement d'un récepteur GPS en émettant de fausses informations vers un serveur NTP, vers des différents systèmes de synchronisation pour voir effectivement l'impact que ça pourrait avoir. Donc si on veut pas jouer sur la partie radiofréquence, il y a d'autres effectivement possibilités de le faire. Et est-ce que vous savez si ce type de problématique est généralement pris en compte par les organisations ? Est-ce que dans son plan de continuité, on a pensé à ça ?
Alors c'est en train de venir, notamment pour la partie brouillage, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a des zones de brouillage permanent aujourd'hui de par le monde, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et donc nous aujourd'hui, on voit notamment au niveau de certains armateurs français, européens ou étrangers, qui reportent très facilement et qui rendent compte de la capacité qu'ils ont eu d'accéder au GPS à certains points du globe. Donc finalement, c'est un petit peu la démonstration par l'exemple et le balancement du PCA-PRA par l'exemple, c'est-à-dire que là, j'ai plus d'accès au GPS. Comment je fais pour continuer à travailler? Alors fort heureusement, dans le monde maritime, on a l'habitude de travailler avec d'autres moyens que le GPS, mais les passerelles récentes sur des bateaux sont extrêmement numérisées. On a plus forcément accès à des tables à cartes d'ancienne génération. Comme on disait tout à l'heure, la navigation astrale est plus trop à la mode. Ça revient un petit peu, effectivement, comme on le disait tout à l'heure. Mais voilà, l'entraînement par la mise face à des situations vraiment critiques comme la perte d'une référence GPS. Ok, Olivier, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Alors moi j'en appelle vraiment aussi aux équipementiers. On oublie souvent cette partie-là, équipementier. Ça commence à venir effectivement des équipements GPS, Beidou, GLONASS, Galileo avec 4 constellations. Mais on a vraiment un gros travail à faire avec ces équipementiers-là qui sont pas forcément européens, pour leur expliquer finalement l'importance d'avoir du multiconstellation, mais aussi pour comprendre eux comment est-ce qu'ils gèrent ces aspects un petit peu de basculement entre les constellations et de choix entre des constellations. Ce serait vraiment intéressant que des algorithmes notamment soient publiés pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne derrière et que les chercheurs puissent faire leur travail. Merci Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.